Merci Benjamin. Oui, donc on va vous présenter en fait une réflexion à partir de projets en cours. On peut mettre projet au pluriel. C'est un projet en fait qui a évolué en d'autres projets, avec une réflexion finalement sur d'emblée interdisciplinaire, parce que et Sylvia et moi, on s'est retrouvés à travailler ensemble dans un laboratoire de recherche en santé publique. On n'a pas les mêmes parcours disciplinaires, hein, on n'a pas les mêmes trajectoires non plus professionnelles, mais on s'est retrouvés effectivement autour de cela, donc de manière assez comme on connaît entre chercheurs, ben tiens, ça serait intéressant, ben oui, cette question-là, etc. Et petit à petit, arrivé l'interdisciplinarité, je vais en dire deux mots, était là. En fait, elle est un peu évidente dans le sens où ça se fait. Oui, tu peux. Et puis, effectivement, la question était de se dire, on fait ça ensemble, on verrait, il y a une troisième collègue avec nous au départ, et puis d'autres par la suite. Mais la question des d'autres partenaires s'est assez rapidement posée, et c'est ça qu'on va essayer de vous présenter. Alors peut-être, et je vais essayer de pas être trop longue, repartir sur des éléments dont on a discuté ce matin sur le pluri, inter, trans, mais en fait je vais même pas parler de pluri, je vais directement aller sur l'inter et le trans pour vous dire un petit peu nous, quels sont nos repères, et vous verrez qu'il y a des repères qui sont communs aussi avec certains qui ont été évoqués ce matin. Simplement pour dire un rappel vraiment, voilà, le point de départ, c'est se dire, bah, nous, l'interdisciplinarité, et c'est ce qui se passe de manière très régulière en santé publique, en tout cas quand on est dans un espace de recherche en santé publique, c'est une rencontre entre deux ou plus de disciplines autour d'un même objet de recherche. Voilà, une définition très simple qui permet à tous et à toutes voilà, de s'y référer. Moi, j'aime bien me référer aux travaux de Darbelay, qui a travaillé beaucoup sur l'interdisciplinarité, mais en sciences, chez les ingénieurs, avec d'autres, etc. Avec ce continuum que vous connaissez, hein, la disciplinarité, la pluri, l'inter et le trans. Je vais pas parler trop j'ai mis définition, mais vous irez voir, et puis ça sera peut-être voilà, mieux que vous ayez directement à la source. Je vais pas parler de disciplinarité et de pluri ou de multi en anglais, mais peut-être simplement souligner, et c'est ce qu'on a voulu faire dans ces diapos, souligner les éléments qui nous semblent importants dans le continuum inter et trans. Alors inter, c'est des chercheurs qui travaillent ensemble à partir d'eux et entre des points de vue disciplinaires. Donc voilà, c'est ce qu'on a un peu discuté ce matin, et des enjeux, des difficultés, des leviers aussi qui peuvent exister autour d'un objet d'étude commun. Et on essaye de se coordonner, d'où l'intérêt des espaces d'échange, du temps, de l'interdisciplinarité dans nos recherches, etc. On est dans une perspective interactive et on a une visée quand même intégrative. J'aurais pu mettre des guillemets dans les guillemets, parce que ça aussi, ça peut être questionné. Transdisciplinarité, nous, ce qui nous a intéressé, c'est effectivement, on va travailler ensemble pour avoir un même cadre conceptuel et méthodologique, mais finalement, c'est même pas tellement ça qui nous questionnait. C'est se dire, là, on est en fait dans une perspective où on a, dans nos recherches, on a un but, et le but est de résoudre un problème concret, et pour ça, c'est à la fois la science et la société. Donc voilà, le transdisciplinaire, pour nous, c'était effectivement cette perspective-là. Et un schéma que vous connaissez, parce que la référence était citée tout à l'heure, enfin déjà ce matin, vous avez d'autres manières de représenter cette rencontre qui se fait avec les deux derniers, le schéma, la deuxième partie du schéma, où on voit l'inter et le trans. Ok, l'inter, en fait, on est vraiment sur ces chercheurs qui travaillent ensemble, qui partagent leur point de vue, et on va essayer de se coordonner. Et ça, c'était dans le projet sur j'ai même pas dit que c'était sur les parcours en cancérologie, mais effectivement, c'était un moment, on a eu besoin de partager nos expériences, nos points de vue, et nos points de vue, c'était moi, en tant que sociologue travaillant en santé publique, Sylvia, venant effectivement des approches narratives de littérature, et on a une autre collègue, Frédéric Clodo, qui est juriste, et puis aussi avec un clinicien qui a travaillé avec nous. Eh bien, on a questionné le même objet. Comment on peut améliorer ce fameux parcours en cancérologie? Qu'est-ce que ça fait pour les patients? Mais de quoi on parle finalement? Et effectivement, d'un point de vue sociologique, on peut étudier ça. C'est étudié d'ailleurs, c'est pas le sujet. Mais si on veut aller vers le côté, mais on va améliorer ça, il y avait ce besoin-là. Donc, on va le faire ensemble. Et puis, la transdisciplinarité est arrivée par la suite. Sylvia est allée trop vite. Sur la question de... ok, on est chercheur,
mais peut-être tout seul, ça va pas encore tout à fait bien se passer. Il faudrait quand même que notre recherche, on puisse avoir des acteurs non académiques. Alors déjà parce que on parlait tout à l'heure des chercheurs praticiens. Moi, je suis pas une praticienne. Enfin, voilà, je suis pas médecin, je suis pas psychologue, je suis pas dans les services. Sylvia non plus. Notre collègue Frédéric Clodo non plus. Il y avait effectivement notre collègue médecin qui l'était, mais voilà. Donc on a besoin effectivement d'avoir avec nous les personnes qui sont concernées par le sujet. Et donc, on retrouve cette définition de dire, bah, voilà, en fait, la transdisciplinarité, c'est lorsqu'on va travailler aussi avec des acteurs qui ne sont pas académiques, bon, ça, on comprend, mais qui sont ces personnes concernées. Et le mot concerné est important ici, concerné par l'objet. Alors, ici, c'était en tant que patient et en tant que professionnel dans un deuxième temps. Et ça, c'était vraiment notre besoin numéro 2, avoir à côté de nous, avec nous, les patients et les professionnels. Et maintenant, on peut passer à la diapo suivante. Alors ça, c'était une chose. Ça, c'est ce que vous retrouvez dans la littérature. En même temps, je l'ai dit, je l'ai évoqué, nous, on est aussi on travaille, le projet a commencé lorsqu'on était dans une équipe de santé publique et on est baigné dans cette équipe, et Linka connaît ça, de la recherche interventionnelle en santé des populations. Je vous fais l'économie de la lecture de tout ça. Simplement, peut-être regarder les éléments surlignés en bleu. La recherche interventionnelle, c'est la recherche sur les interventions, qui fait appel effectivement à un nombre important ou plus ou moins important de disciplines, d'autres outils scientifiques, des outils scientifiques divers, des méthodes diverses aussi. On produit des connaissances pour l'action et en fait pour la décision. Voilà, et puis en fait, on se retrouve face à une recherche qui ne peut pas se concevoir jamais sans les acteurs qui font cette intervention, cette action, et qui sont au cœur même du sujet qu'on étudie. Ça, c'était le premier cas de référence. Et un deuxième vient effectivement s'ajouter. Et personnellement, moi, je l'ai découvert en faisant. Alors bien sûr, la recherche participative, on en parle, pareil, on a des appels à faire de la recherche participative lorsqu'on fait de nouveaux projets, mais non, là non plus n'est pas le sujet, bien sûr on connaît, mais personnellement, j'avais pas cette expérience-là encore, et elle est venue grâce à ce terrain de recherche, avec deux définitions rapides, celle que vous connaissez probablement, qui vient des sciences, alors la charte sciences participatives, donc les sciences et recherches participatives sont des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles participent des acteurs de la société civile, individuels, collectifs, que ce soit de manière délibérée ou active et délibérée en tout cas. Et ensuite, on a effectivement, on parle de l'action là, on va vers la participation, et on a une autre définition que j'ai repris d'un excellent chapitre qui sera publié au printemps 2023 par mes collègues Myriam Winans et Claire Ribreau, qui ont écrit un beau chapitre sur ce que c'est la recherche participative aujourd'hui, et qui met vraiment en évidence comment effectivement on est sur ces perspectives où les acteurs contribuent à la construction de connaissances scientifiques. Là-dessus, voilà, on se trouve assez d'accord. Et après, toute la question, c'est effectivement de savoir qui sont ces personnes qui ont une expérience spécifique, et c'est ces personnes qui font aussi cet objet de recherche. Donc c'est toujours de nouveau ces personnes concernées, et c'est une question qui a traversé le projet que maintenant Sylvia va présenter. Donc merci Joël d'avoir posé le cadre que maintenant je vais décailler pour vous montrer comment finalement on s'est posé des questions liées à nos appartenances disciplinaires, mais surtout concernant le travail avec les personnes directement concernées par la maladie dans le cadre de 3 projets de recherche qui se sont suivis. Le premier par K1, c'est un projet dont l'objectif est d'explorer l'expérience que la personne atteinte du cancer a fait de l'organisation des soins par parcours. Donc ici, il y avait vraiment seulement une visée exploratoire. C'est donc un projet qui a été porté par notre équipe à l'Université de Lorraine et par un oncologue médical et financé par le Cancéropole. Concrètement, comment on a essayé d'explorer ces expériences des personnes concernées par le cancer? Eh bien, on a décidé de le faire avec des récits de vie. Donc, on a demandé à ces personnes de nous raconter leur expérience du parcours de cancer. Ça veut dire qu'on n'a pas fait d'entretien, on ne les a pas interrogés, on n'a pas fait de questionnaires non plus. On a donné ce qu'on appelle des amorces narratives,
du type, j'aimerais que vous me racontiez votre parcours de soins en commençant par où vous voulez. Donc, on essayait d'être dans un cadre le moins directif possible, de laisser la liberté de parole à la personne qui fait le récit, de manière à qu'elle aborde les thématiques qui pour elle sont importantes, qu'elle raconte comme elle veut, quand elle veut, avec les mots qu'elle veut et avec les moyens qu'elle préfère, avec la temporalité aussi, qui est la bonne pour elle. Concrètement, on a utilisé un logiciel qui s'appelle PandaLab pour faire ce type de récit. C'est une sorte de WhatsApp médicalisé qui permettait de sécuriser l'échange de données. On a recruté 10 patients, donc avec notre collègue oncologue médical et avec l'aide de la Ligue contre le cancer. Et 9 récits ont été complétés. Ils ont été complétés dans 8 cas complètement avec PandaLab et dans un cas de manière hybride avec un entretien aussi. Ce qui a été intéressant de découvrir, c'est qu'on tenait beaucoup à donner la possibilité de s'exprimer aussi à l'oral et on a eu que des récits faits à l'écrit. En revanche, ce qui a été intéressant à observer, c'est qu'il y a des personnes qui ont écrit directement dans le chat, comme vous écrivez dans WhatsApp. Il y en a qui nous ont envoyé des fichiers en Excel ou en Word, en pièces jointes. Il y en a qui ont fait des captures d'écran de leur page Facebook. Il y en a qui ont écrit à la main et qui ont pris leur récit en photo. Donc, il y avait quand même une liberté d'expression dont les participants à l'étude se sont appropriés. De la même manière qu'ils se sont appropriés, ou plutôt elles se sont appropriées parce qu'il y avait quand même une majorité de femmes, elles se sont appropriées de la possibilité d'écrire quand elles voulaient. Donc bien sûr, quand elles étaient au calme, parfois chez elles, parfois au travail, parfois dans les camps d'attente, dans la salle de kiné. Mais surtout, nous, on avait prévu 6 mois pour compléter 10 amorces, plus les relances. Très souvent, ça a pris beaucoup plus de temps. Et c'est intéressant de découvrir comment impliquer plus de personnes concernées par le cancer dans la recherche voulait dire aussi respecter leur temps. Ça voulait dire respecter que dans un moment de phase aiguë de craquement, ces personnes n'avaient pas envie de nous raconter leur expérience, mais dans des moments où ils partaient en vacances, n'avaient pas non plus envie de penser au cancer. Ou dans les moments où ils étaient dans l'après-cancer ou à reconversion professionnelle, n'avaient pas le temps de revenir vers nous pour la recherche, pas par manque d'intérêt, mais parce qu'il y avait une vie après la maladie. Donc, c'est des éléments que nous, théoriquement, on savait, mais pratiquement, on s'est aperçu que ces éléments avaient un vrai impact sur la temporalité de la recherche. Suite à ces projets, on a continué en faisant la même chose avec les professionnels de santé. On a recruté un certain nombre de médecins, infirmières, kinés qui travaillent à l'ICL, l'Institut de cancérologie de Lorraine, ou en ville. Mais surtout, ce qui m'intéresse dans ce deuxième projet, le projet PARCA2, donc financé par l'ANCA, c'est le fait que de la volonté d'explorer l'expérience du parcours des acteurs, on est passé à une démarche de co-construction avec une visée interventionnelle. Donc on s'est dit, OK, on va explorer comment ça se passe pour les acteurs du parcours des soins, mais une fois qu'on a exploré ça, on va voir avec eux et avec elles comment on peut faire quelque chose pour améliorer ce parcours des soins. Concrètement, dans le cadre de ce deuxième projet, je vais laisser un peu de côté le travail fait avec les professionnels de santé pour me concentrer sur celui fait avec les patients. On a organisé un atelier de restitution et de co-construction. Des 9 personnes qui avaient complété le récit, 8 personnes ont dit être intéressées par continuer la recherche avec nous. 6 personnes ont participé à l'atelier et 2 personnes qui ne pouvaient pas se libérer parce qu'elles travaillaient ce jour-là ont quand même demandé à continuer d'être informées de notre travail. Concrètement, dans cet atelier, on a demandé un feedback sur l'expérience de participation à la recherche par récit de vie, des feedbacks sur l'outil utilisé. Mais on a aussi partagé notre analyse des données avec les patients. Donc, à l'époque, on n'avait pas encore fini d'analyser tous les récits de vie recueillis. On avait quand même une grille qu'on avait partiellement remplie. On avait plusieurs questions sur lesquelles, du fait aussi qu'on vient de disciplines différentes, on avait des points de vue différents. Et on s'est dit, mais quoi de mieux de demander aux personnes concernées qu'est-ce qu'elles en pensent. Donc, on a présenté des parties, des extraits, des verbatim, des points particulièrement qui nous questionnaient particulièrement, en particulier la temporalité du parcours des soins a été au centre de l'atelier. Et à partir de cet atelier, on a continué notre analyse. La deuxième partie de l'atelier était aussi une question qui est le projet PARCA2 arrive à sa fin. Est-ce qu'on a envie d'aller plus loin ensemble?
Concrètement, il y a 2 pistes qui ont émergé ou croient. La première est le fait que certains des patients participent aujourd'hui à la valorisation des résultats de ces études. Donc, le 8 novembre, dans le cadre d'une journée organisée à Nancy, j'ai présenté ce projet, surtout le volet méthodologique, avec une patiente qu'on a essayé d'inviter aujourd'hui, mais qui justement ne pouvait pas se libérer à cause de ses contraintes professionnelles. Et d'autre part, on a créé avec un groupe de 3 patients et un professionnel de santé, ainsi qu'Internet pour vulgariser, partager nos résultats. On voit encore une fois ici les temporalités différentes des travaux parce qu'on commence à valoriser les résultats de par an. Il y a un premier article qui vient d'être soumis et pour lequel on n'a pas encore de retour. Et le site, lui, il est déjà prêt pour partager les résultats. Et ensuite, il y a des patients qui se sont dit intéressés par continuer à travailler avec nous. Donc, le projet a évolué encore une fois, a abouti à un projet qu'on a donc appelé 4P, toujours financé par l'ANCA, dont l'objectif est d'améliorer le parcours des soins en cancérologie par le partenariat entre patients et professionnels de santé. Et en créant, il y a l'évolution de nos carrières de chercheurs. Donc, Joël est désormais professeur à l'Université de Paris. Moi, j'ai rejoint la chaire démocratie en santé à Marseille où je travaille avec Sandrine de Montgolfier. Notre collègue juriste Frédéric Clodo est toujours à Lorraine. Ces modifications nous ont permis d'envisager d'élargir le projet qui se déploie désormais sur 4 sites, l'hôpital Curie à Paris, l'ICL à Nancy, l'Institut Pauli Calmette à Marseille et l'ICM à Montpellier. Dans ces 4 sites, on essaye de travailler avec des services pour créer une intervention pour améliorer le parcours des soins. En sachant qu'on ne répare pas de zéro, on a pu identifier des objectifs spécifiques en commençant de notre recherche par cas précédente. Donc, l'analyse des récits a montré qu'améliorer la connaissance que les personnes malades ont du parcours des soins est un levier pour l'amélioration du parcours même. Donc, une amélioration qui concerne l'identification des acteurs, l'accessibilité, les droits des patients, sont des sujets qui ont émergé, qui nous ont permis d'identifier notre premier objectif. Et un deuxième objectif qui est issu d'une autre recherche préliminaire faite par Sandrine de Montgolfier est améliorer l'interconnaissance de l'ensemble des parties prenantes à l'hôpital et dans le lien ville-hôpital. Donc, concrètement, les patients dans tout cela, comment on les a impliqués? Eh bien, on a constitué un lieu de réflexion collaborative qu'on appelait un consortium de recherche qui est composé par des porteurs de savoirs scientifiques, donc des chercheurs en sciences humaines et sociales, des professionnels de santé, donc des médecins, des cadres de santé, des acteurs institutionnels, et une dizaine de patients. Donc, 2 patients qui avaient participé au projet par cas, 2 patients qui avaient participé au projet 3P porté par Sandrine de Montgolfier et 6 autres patients qui sont soit des acteurs associatifs, soit des patients qui ont suivi une formation à l'université des patients, par exemple. L'enjeu étant d'avoir une hétérogénéité des profils qui puissent représenter les différentes figures des patients. Au sein de ce consortium de recherche, on travaille tous ensemble et notre objectif est de guider le projet 4P, donc de suivre son avancement, de prendre des décisions concernant les terrains à développer, les décisions concernant les prochains financements, la valorisation du travail quand ça viendra. Un deuxième élément, une deuxième collaboration qui est aujourd'hui mise en place, est la constitution du groupe de travail sciences humaines et sociales. Donc, on a proposé à ces patients d'être formés au codage des ingrédients et on a donc eu 8 personnes qui se sont portées volontaires. Je les ai formés à l'analyse des ingrédients qualitatifs. Ça ne veut pas dire qu'on en a fait des chercheurs capables de mener une enquête, mais ça veut dire que sur un point spécifique, peuvent intervenir avec nous. Et donc, on fait pour les ingrédients pour lesquels on a constitué une grille, on a réalisé l'ingrédient, on a fait la transcription, on a créé la grille d'analyse, mais le codage est fait par un binôme chercheur-patient. Et ensuite, il y a une réunion d'interprétation chercheur-patient avant de faire le feedback sur le terrain de ce qu'on a pu extraire de ces ingrédients.
Donc concrètement, on arrive un peu à la fin et on essaie de faire un peu un bilan et de voir quels sont les problèmes, quels sont les enjeux de cette collaboration avec les patients. Eh bien, la grille que vous voyez ici sur ma droite, c'est une grille qu'on a proposée au consortium de recherche lors de notre première réunion. La première question qu'on s'est posée, c'est quel est le rôle, pas que des patients, le rôle de tout le monde dans ces consortiums, comment nous nous sentons ici, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut observer les travaux qui sont faits, est-ce qu'on peut donner des avis, solliciter ou pas solliciter, est-ce qu'on peut être à la paire avec les autres, tous les avis finalement vaut la même chose, ou est-ce qu'on se sent comme décideur? On veut bien interpeller les autres, mais au final, c'est nous qui prenons le choix. Nous, ça peut être moi, chercheur, ou la patiente, ou le médecin. Donc, chacun a rempli cette grille où on a détaillé les différents rôles du consortium de recherche, la formation des pairs, la construction de l'intervention, le pilotage, la valorisation du travail. Et pour chaque axe, on a listé un ensemble d'actions. Donc, est-ce que il y avait des personnes qui étaient prêtes à partager leur méthodologie de recherche dans des expériences précédentes? Est-ce qu'il y a des personnes qui, par rapport à la valorisation du travail, l'écriture d'un article scientifique, se sentent observateurs, partenaires ou décideurs? Est-ce que par rapport au choix du terrain à privilégier, le choix de l'appel à projet auquel répondre, la théorie d'intervention appliquée, est-ce qu'on se sent observateur, copenseur, conseiller, partenaire ou décideur? Donc, ça nous a permis de nous placer, de voir comment on se sent au sein de ce groupe, nous tous. Ça a permis aussi donc d'interroger le rôle des patients par rapport à ce qu'ils font dans ces consortiums, mais aussi par leur présence et par leur participation. Donc, ces patients, est-ce que ils ont des trajectoires différentes, mais est-ce qu'il faut les former plus? Est-ce que chacun vient déjà avec son bagage? Est-ce que ce sont des patients qui, du coup, deviennent des acteurs à part entière de la recherche, donc doivent être rémunérés comme des chercheurs? Donc, ce sont des questions auxquelles on n'a absolument pas de réponse, mais qu'on se pose. Et d'autre part, comment la présence de ces patients a un impact sur la recherche en termes de temporalité. Donc, je l'évoquais, il y a un parcours de vie avec la maladie ou après la maladie à en prendre en considération. Donc, tout bêtement, ça nous arrive le plus souvent de faire réunion entre midi et 14 heures ou après 18 heures. Mais donc, moi, pour lequel la recherche est mon travail, dans quelle mesure je dois être flexible pour m'adapter aux contraintes d'autres acteurs? Alors, je vais poursuivre avec plutôt des éléments d'ouverture de discussion, des questions qu'on s'est posées là en préparant notamment la présentation d'aujourd'hui. On avait quand même cette question, apparaît, même si on est très très content de l'expérience qui est en cours, on apparaît quand même deux poids deux mesures. C'est-à-dire que on s'est dit, tiens, c'est marrant parce qu'on est quand même allé recruter des patients et on a rencontré nos collègues chercheurs. En fait, on a effectivement cette capacité à aller voir nos collègues, aller faire un mail, les rencontrer, etc. Et donc, on travaille avec, on collabore, etc. Mais les patients, c'est où est-ce que vous avez recruté? Donc, il y a déjà dans la sémantique, il y avait cette question. Et alors, effectivement, Sylvia, elle a fait un entretien, une séance d'interprétation avec une patiente. Donc, il y a un travail en collaboration. Et pourtant, on est toujours sur cette question, comment vous avez recruté, recrutement. Et nous-mêmes, on a recruté des patients. Alors, à un moment, on va peut-être plus le dire, mais quand même, c'est toujours là. Donc, on voit déjà, c'est pas vraiment le même poids. Alors, sur le rapport aux données aussi, il n'est pas pareil. On attend quand même que les patients ils produisent des données, en disant ça a quand même la plus-value, etc., en tant que chercheur. Et nous, là, on est là pour les collecter, aider à la collecte, etc. Donc, déjà, dans le rapport aux données, c'est pas tout à fait pareil. Donc, on n'est pas sur le même plan. Et puis, un autre axe de réflexion qui nous a beaucoup interrogés, et pas nous, que dans le projet, mais tous les projets où à un moment il y a des patients qui collaborent sur les recherches, nous, il n'y a pas de problème, pas de problème, et encore, en tout cas, le travail est rémunéré, on va dire qu'on est tous rémunérés pour ça par nos institutions d'accueil. Les patients, il y a une vraie question, ce travail, alors j'ai mis non rémunéré, point d'interrogation, parce que les pratiques sont diversifiées, mais clairement, nos institutions ne rémunèrent pas nos patients. Ouais, et qui sont maintenant des collaborateurs chercheurs. Donc, il y a une vraie question, alors juridique, éthique aussi, mais qui n'est pas résolue. Et on est vraiment on a beau travailler ensemble,
c'est pas le même plan et on le sent. Oui, non, juste par précision, c'est une question qui est vraiment là depuis le début. Et dans le cas CRAPE, on a prévu de rémunérer les patients pour leur participation au consortium de recherche, comme c'est pas habituel. Et ça fait 6 mois qu'avec l'Université d'Aix-Marseille, on essaie de comprendre comment on peut les rémunérer, mais on va y arriver. Voilà, donc la prochaine fois, on vous expliquera où on est arrivé. On espère. Et puis, pour terminer, simplement, alors de nouveau, c'est des questions et c'est là, on sera très heureuse de pouvoir échanger avec vous là-dessus, mais on en a un peu discuté ce matin, hein. Alors cette valeur de la recherche participative et transdisciplinaire, dans la recherche scientifique. Alors déjà là, on peut se la poser cette question-là par la reconnaissance et effectivement du côté de la science. Prenons du côté de la science, hein, on va rappeler transdisciplinarité, c'est science-société, donc du côté de la science, alors effectivement, il y a une mise en avant, hein, une centralité du co, hein, avec, et puis inter, entre nous, hein, et donc on peut dire que effectivement, je trouve que la reconnaissance est plutôt forte dans la construction de projets, les appels à projets mettent ça en avant, etc. On est invité à communiquer, etc. Donc ça, très bien. Dans la valorisation disciplinaire, on en a parlé un peu ce matin. Là, la reconnaissance, c'est on disait oui, il faut mieux d'abord avoir fait sa thèse avant d'aller ou être installé avant de faire l'interdisciplinarité, peut-être. En santé publique, c'est un peu différent, mais on a quand même des enjeux institutionnels qui font que il vaut mieux être médecin de santé publique faisant une thèse interdisciplinaire que ne pas être médecin. Sinon, on est quand même mis, on n'a pas les mêmes trajets, etc. Donc, on a quelque chose qui n'est pas résolu de ce côté-là. Ça n'empêche pas de faire, ça n'empêche pas de s'impliquer, mais effectivement, c'est un vrai enjeu. Et je laisse ouvert du côté de la société, j'ai pas spécialement les réponses, quelle reconnaissance, mais c'est une vraie question pour nos patients qui sont, on va être pas reconnus dans des carrières universitaires, mais qui vont un peu être reconnus autrement. Point d'interrogation, hein, qui reste là. Et puis, c'est posé la question, mais Sylvia a un peu répondu en vous donnant l'exemple de l'absence ou le peu, parce que certains sont formés, la plupart ont quand même un niveau d'éducation plus ou moins élevé, hein, peut-être pas dans nos disciplines à nous, mais voilà, on part avec un bagage disciplinaire. Donc l'absence ou le peu de formation disciplinaire et aux méthodes aussi, ça aussi c'était questionné ce matin. Est-ce que c'est un maillon faible ou pas? Est-ce que c'est une force ou pas? Alors je pense que Sylvia pourrait répondre pour ce qu'elle a fait il y a 2 jours avec la patiente, mais c'est aussi une question ouverte de savoir effectivement est-ce que ça rend plus fort, mais finalement notre recherche et ce qu'on peut produire via ce cadre, ou au contraire est-ce que ça dessert d'un point de vue institutionnel, hein, ou un point de vue valorisation par la suite, hein, par point de vue publication même, lorsqu'on va dire que finalement c'est un patient, mais dans les revues internationales, mais non, dans les recommandations correctes, on doit dire quelle est notre formation, d'où on vient, et si on est PhD ou si on est machin, etc. Pour montrer que tout ça est clair. Là, on a des patients qui sont pas peu formés, qui ne sont pas dans la discipline et qui auraient aussi analysé les entretiens. Voilà, ça pose aussi ces questions-là. Et je pense que c'était notre dernière diapo. Je suis pas sûre qu'on ait une diapo de conclusion. Ah si, merci pour votre attention. Voilà.